Il y avait Akram qui dit oui, mais il y aura aussi un ETF Ethereum qui arrive. Pareil, ça, les gens ils commencent à en parler de ça. Et tu vois, ça peut être un narratif aussi quand le cycle avance. Il y aura toujours une raison de dire ça sera encore mieux après. Tu vois, regarde, 2021, début de l'année 2021, news sur janvier. C'était quoi? Ah, on a un petit pays qui s'appelle le Salvador, qui a accepté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Ah, génial! Ils achètent du Bitcoin, un pays qui achète du Bitcoin, génial. Ah, il y a Elon Musk qui dit, moi, j'ai acheté du Bitcoin et j'en ai mis dans la trésorerie de Tesla. Donc, super, les gens sont hypés et tout. Et après, c'est quoi les bonnes nouvelles? C'est-à-dire que les gens, ils ont pris ça tout de suite comme étant une bonne nouvelle. Et je suis d'accord, sur le long terme, ça offre une certaine crédibilité sur le truc. Le problème, c'est que quand vous avez l'homme le plus riche du monde qui a déjà acheté le Bitcoin, il y a qui, après lui, il reste qui pour acheter le Bitcoin? Si personne, dire, tout le monde s'attendait à ce que le prix continue d'augmenter, et quand vous avez l'homme le plus riche du monde qui l'a acheté, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Si ce mec, il a déjà acheté, la seule chose qu'il peut faire après, c'est quoi? Vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Après coup, il a dit, ouais, on accepte l'échange de Bitcoin contre des Tesla, là. Et après, il a dit, ouais, mais non, en fait, on va arrêter parce que ça pollue. C'est l'homme le plus riche du monde et tout. Genre, il a acheté du Bitcoin. Genre, il le savait pas avant, tu vois. Enfin, bref, ça me fait rire. Mais il y aura toujours une bonne raison pour vous faire garder le bag, pour vous faire attendre le meilleur par la suite. Plus il va y avoir des bonnes nouvelles, plus ça doit vous dire, là, on arrive sur un niveau qui est risqué. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas augmenter, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire de l'argent. Mais plus on va avancer dans le cycle, plus il va falloir que vous ayez une vraie réflexion sur votre stratégie de sortie. Et là, ça va venir un peu à ce qu'on va essayer d'évoquer avec Théo. La stratégie de sortie, c'est un point super important en bull run. Et toi, Théo, déjà, pour parler un peu de ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, voilà, franchement, je suis bien rentré, mais stratégie de sortie, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai 10 projets en portefeuille. Est-ce que je regarde le ratio par rapport à du Bitcoin et je le vends en fonction de certains ratios? Est-ce que je prends les extensions de Fibo et j'essaie de projeter en me disant, tiens, ça peut arriver à peu près à tel niveau? Ou est-ce que je regarde par rapport au montant en fiat ou par exemple par rapport à des montants en Ether? C'est quoi l'approche que tu préconiserais, que tu as fait pour toi? Parce qu'on va parler que pour nous, on ne peut pas parler pour tout le monde, mais on va parler pour nous. Et qu'est-ce qui te semble pertinent aujourd'hui pour aider peut-être ceux qui nous regardent aujourd'hui à réfléchir sérieusement et à essayer de créer quelque chose de qualitatif, en tout cas pour les stratégies de sortie? Ouais, ben ça, je pense que déjà, pour commencer en préambule, c'est la question, je dirais, la plus difficile, parce que c'est même pas comment acheter, est-ce que c'est le bon moment, c'est vraiment quand est-ce que je sors, faire ces estimations. Et je pense que c'est une question légitime pour pas mal de monde, comment je fais pour sortir. Et après, ça va dépendre de la gestion du risque, de comment on a pu rentrer, de plein de choses. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est j'ai mon prix d'entrée moyen. Donc, j'accumule en période d'accumulation. J'ai un prix moyen pour le projet. Et après, je vais regarder à sortir par palier et sortir un pourcentage de mon bag à chaque fois. Donc, je fais comme ça. Voilà. J'ai un prix moyen d'achat avec un nombre total de tokens et je sais que je vais sortir par palier. Et à chaque fois, je vends un certain pourcentage. Mais ce pourcentage va dépendre effectivement de l'actif que j'ai acheté. Donc, bien évidemment, récupérer la mise initiale. Et après, pourquoi pas prendre des bénéfices petit à petit. Pourquoi pas garder un moonbag. Mais ça va dépendre des actifs que j'ai en portefeuille. Et puis, plus on va avoir des altcoins qui sont de cycle 1 avec le plus gros potentiel, mais c'est aussi ceux-là les plus durs à estimer parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Ouais. Déjà, quand on fait le travail sur Bitcoin, qui est quand même, voilà, ça fait 15 ans que ça existe, on a des modèles qui, en plus, qui sont pas forcément toujours très fiables parce qu'ils ont été cassés plusieurs fois. Je pense notamment au stock to flow, où le mec qui est en dernier. Dès que les modèles commencent à être cassés, le créateur, souvent, il arrive, il fait non, mais Il rajoute finalement, une ligne. on enlève cette variable, on met ça là, et hop, 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 c'est bon, nickel, Comme ça le marche. Rainbow Chart. Le Rainbow Chart, il est marrant aussi. Il Voilà. rajoute à Donc, chaque fois une couleur. il y a- il y a- non, mais il y a plein d'indicateurs, même ne serait-ce que pour le Bitcoin, où on te dit historiquement, c'est un bon moment pour acheter, historiquement, c'est un bon moment pour vendre. Et on se rend compte qu'historiquement, avec les paramètres, oui, ça marche, mais au final, le modèle peut être broqué. Donc, même sur Bitcoin, c'est compliqué en fait de faire des paliers où on est sûr à 100% de ce qui va se passer parce que c'est pas possible. Donc, à mon avis, c'est plus être conservateur par rapport à l'argent qu'on a mis, les risques qu'on veut prendre. Mais moi, plus ça va, plus je suis conservateur. Donc, dans tous les cas, récupérer assez tôt la mise initiale et après prendre des profits réguliers. Et surtout sur des altcoins de cycle 1, des choses qui peuvent pumper. On a parlé des fois 10, des fois 100. C'est pas forcément quelque chose même que je vais attendre le fois 100. Moi, je pense qu'un altcoin
même ne serait-ce que tes paliers, je sais pas quoi, qui a déjà fait un x10, personnellement, moi, je sortirais 10%, ne serait-ce que pour récupérer ma mise initiale. Au moins, j'ai conservé mon capital. Et après, Même avec une plus-value, tu prends une marge, tu dis j'ai conservé mon et capital après, et j'ai gagné de l'argent. ouais, voilà. Et après, mais au moins, mais le minima du minima, c'est vraiment récupérer la mise initiale. Tu vois, le truc, il a fait Ouais, c'est x10, je clair. sors 10%, mais ça doit être quelque chose de presque automatique, tu vois, parce que se dire, il me reste encore 90% de la valeur, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais au moins, la mise initiale est récupérée, c'est principal. Après, évidemment, prendre des plus-values, mais ça va dépendre du reste du bac, ça va dépendre des autres investissements, ça va dépendre de la situation personnelle. Et donc, après, c'est chacun fait un peu comme il le sent, mais dans tous les cas, récupérer un truc qui fait x10, peut-être pas attendre le x100 pour prendre des gains, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Tu vois, entre le x10 et le x100, il peut se passer plein de choses. Donc, commencer à sortir petit à petit des plus-values. Et je pense que plus on avance, plus on est conservateur. Et en écoutant d'autres investisseurs sur la macro, les choses comme ça, tu te rends compte que plus les mecs, ils ont de l'âge, plus ils ont d'expérience sur les marchés, de 30, Plus ils sont 40 ans, conservateurs. exactement, plus ils sont Ouais. conservateurs et plus ils sortent tôt. Donc, je pense Mais qu'au final, pourquoi aussi? Pourquoi? parce qu'ils ont plus de capital, ils sont rentrés Exactement. plus tôt. Ils sont rentrés Exactement. plus tôt, donc les mecs, Ouais. ils n'ont pas besoin de faire ne serait-ce qu'un x2. Les mecs, ils font 50% sur plusieurs Mais millions. ouais. Ils sont Le contents. capital, c'est ce qu'on disait hein, Ah ouais, non. de notre échange précédent. Hein. Le capital pour un investisseur, c'est son outil de travail. Si vous avez 1 million d'euros, vous le mettez à 5%, ça vous fait 50 000 balles par an. Alors, on va enlever l'inflation, on ne va pas compter ça là-dedans avec les impôts, etc. 50 000 balles par an. Je ne sais pas à quel montant vous estimez votre liberté financière, hein, mais vous êtes tranquille. Hein. Si par contre vous dites OK, j'ai un rendement même un peu plus faible et je prends un rendement plus élevé, je prends un capital plus faible, 500 000 balles, en général, depuis allez, les 70-80 dernières années, la bourse a fait du à peu près 10% annualisé. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Si vous faites les choses correctement avec une gestion passive, par exemple, une gestion indicielle avec les ETF, vous pouvez faire des trucs super. Et donc, 10% sur 500 000 euros, pareil, c'est 50 000 balles par an. Voilà. Votre capital, il est important. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont un capital qui est petit et ils ont l'impression que pour obtenir des résultats intéressants, il faut forcément qu'ils recherchent un x100, un x1000 parce qu'ils commencent avec 1000 euros, 2000 euros. Sauf que quand tu fais ça, tu vas investir sur des projets qui fondamentalement ne tiennent pas la route, tu as très peu de chances de gagner de l'argent et à chaque fois, tu te retrouves à perdre l'intégralité de ton capital. Donc au final, tu ne le fais jamais grossir. Le plus important, ce n'est pas le multiplicateur que vous allez avoir, au final, ni le montant de votre portefeuille que vous avez accumulé à un moment donné, c'est ce qui va vous rester à la fin. Parce que ce qui va vous rester à la fin, en faisant les choses correctement, c'est ça que vous pourrez mettre à votre service et faire en sorte de le faire travailler pour vous. À un moment donné, passer un certain niveau de capital, ça devient débile, quoi. Quand vous là, je vous ai donné un exemple. Hein, 5% sur 1 million d'euros, c'est 50 000 euros. Quelqu'un qui a 10 millions, 5%, c'est 500 000 euros par an. Genre, et en plus, c'est des stratégies qui sont ultra conservatrices, quoi. Genre, vous prenez pas des risques qui sont démesurément aussi élevés que ce que vous avez en crypto. C'est pour ça que plus les gens ont de l'argent, plus leur objectif, c'est de dire j'extrais une performance du marché, je développe mon capital, je bats l'inflation, et c'est tout. Je suis pas là à essayer de faire le mariole, à essayer de faire des performances dingues, parce que ce que vous voyez aujourd'hui en crypto, c'est possible, et on considère que c'est normal depuis le début, mais c'est une classe d'actifs qui a à peine 16 ans aujourd'hui. Hein. C'est très récent. Hein. La bourse et l'immobilier, c'est beaucoup plus vieux. Donc forcément, c'est une classe d'actifs beaucoup plus implantée, avec des risques qui sont liés à chacune de ces classes d'actifs. Mais forcément, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats aussi importants que ce qu'on a en crypto. Mais il y a un moment donné, cette classe d'actifs crypto fera en sorte de maturer aussi. Et ce qu'on considère comme normal aujourd'hui de faire un x2, x3, x4 sur un bull run, voire même un x10 sur un bull run, peut-être que plus tard, un bon rendement en crypto, dans 30 ans, ça sera du, je sais pas, 10% ou du 7% annualisé. Ce sera tout à fait possible. Parce que les opportunités seront entre guillemets parties et puis tout le monde sera déjà dans la crypto. Donc aujourd'hui, vous devez capitaliser sur ça. Vous arrivez tôt sur un cycle, vous n'êtes pas sur le Bitcoin en 2011, mais vous êtes relativement tôt dans l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Combien de fois dans notre vie on peut avoir accès à la croissance et à l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs qui n'existait pas? Jamais. Enfin, tu vois, genre les métaux précieux, ça existait depuis des milliers d'années, l'immobilier, la bourse, ce que tu veux. Là, on entend des nouveaux schémas narratifs avec l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe, ok, mais une classe d'actifs, une nouvelle classe d'actifs, c'est hyper rare. Dans notre vie, a priori, on n'aura, à mon avis, pas la possibilité de revoir une nouvelle classe d'actifs se développer.
Et quand bien même cette classe d'actifs se développerait, ce sera très compliqué de rentrer très très tôt dessus. Il y a combien de personnes qui sont rentrées en 2009 sur le Bitcoin, 2010, et qui sont encore là aujourd'hui ou qui ont encore le même nombre de Bitcoin? Très peu. La majorité ont perdu leur clé privée. Voilà. Donc, vous êtes sur une classe d'actifs qui est ultra performante. Il n'y a pas une classe d'actifs plus performante de toute l'histoire de l'humanité que la crypto. Donc, profitez de cette classe d'actifs-là pour accélérer votre liberté financière et capitaliser là-dessus. Par exemple, vous prenez de l'argent, vous sortez une partie de la crypto, vous le réinvestissez dans l'IMO, peu importe votre profil de risque que vous faites. Je l'investis en bourse, je l'investis en IMO, je l'investis dans du private equity, je développe une activité, j'en sais rien, moi, sur Internet. Vous protégez là-dessus parce que vous vous dites que ce que vous avez fait là, peut-être sur un cycle ou sur 2 cycles, il y aura très peu de chances et très peu de probabilités que vous arriveriez à continuer à maintenir ce genre de performance par la suite. Ou alors, il faudra accepter des risques beaucoup plus conséquents. Ce qu'on a dit, hein, les x100 en 2017 ou les x100 en 2016, c'était relativement simple de les obtenir parce qu'il n'y avait personne en crypto. Plus on va avancer, plus ce sera difficile. Donc, pour maintenir ce même niveau de performance-là, ce que vous considérez comme normal aujourd'hui, ça deviendra de moins en moins normal par la suite. Ou alors, il faudra accepter un niveau de risque beaucoup plus élevé. Donc, c'est toujours cet équilibre-là à avoir. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, hein, voilà, parler de bourse et tout ce que je viens de vous dire, j'en parle en détail sur Éternel Étudiant. Donc, ma seconde chaîne que j'ai lancée en parallèle de celle-ci. Vous avez le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner.